commencer avec Baki Youssoufou. Vous êtes fondateur du site We Sign It, qui est une plateforme en ligne qui accueille des pétitions ou aide à les créer et à les faire circuler aussi, parce que c'est important. Vous êtes titulaire de master en banque, marketrice et économie sociale et solidaire, et je vous entendais parler tout à l'heure lors du déjeuner. Franc-maçonnerie insiste beaucoup sur la transmission entre les générations, et je pense que vous êtes là une illustration vivante du lien intergénérationnel pour nous expliquer le progrès numérique, politique et citoyen. Bonjour, merci de m'avoir invité. Je vous préviens tout de suite, ce que je vais vous raconter n'est ni une analyse scientifique, parce que je pense que nous avons des scientifiques aujourd'hui pour vous parler plus d'analyse scientifique, ni même une analyse politique tout court, mais plutôt d'expérience, des rencontres. Et depuis quelques années, depuis maintenant 2 ans, que nous avons créé notre plateforme, quelles sont les personnes que nous avons rencontrées, et ce que nous appelons les citoyens numériques, comment ils se mobilisent, comment ils essaient de faire changer des choses dans la vie politique, comment ils s'intéressent à la vie politique. Donc si jamais il y a des erreurs, vous pouvez bien sûr m'interpeller dessus, mais acceptez que ce n'est pas une analyse scientifique, parce que je ne joue pas ce rôle-là ici. Ce qui nous intéresse beaucoup, c'est la posture du citoyen numérique et la crise que rencontrent les citoyens numériques avec l'élite. Je parle bien d'élite, d'un côté l'élite intellectuelle, l'élite politique, mais aussi l'élite économique. Pourquoi cette crise? Parce qu'au fond, les citoyens numériques accusent l'élite intellectuelle et politique d'être des connivences et à la solde de l'élite économique. Quoi qu'on en pense de ces accusations qui peuvent être fausses, pas fausses, il y a une certaine réalité, il y a une certaine visibilité de ces faits. On accuse souvent en ligne, bien sûr, les élites d'être formées dans les mêmes écoles, d'appartenir aux mêmes familles, de se reproduire à l'identique, d'être interchangeables entre politique, économie et souvent posture intellectuelle. Et donc ça crée quand même une tension entre le citoyen numérique qui se mobilise, qui essaie de faire bouger tout l'ensemble du système. Et donc ça crée aussi un clash de l'autre côté vis-à-vis de l'élite. Et donc je vais essayer de vous donner quelques exemples de cette crise. Qu'est-ce qui cristallise cette crise? Le premier niveau de cristallisation de la crise, c'est la crise entre élite intellectuelle et citoyen numérique. Cette crise, en fait, est liée par une mauvaise déception. En fait, les citoyens, quoi qu'on en dise, ont fait beaucoup plus confiance à l'élite scientifique qu'au reste de l'élite. Sauf que quand on voit qu'il y a des hics, par exemple sur la façon de transmettre les connaissances, la façon de transmettre les compétences, par exemple la conférence de M. Edgar Morin aujourd'hui, avec les nouveaux outils, est suivie partout dans le monde. Ça, on l'accepte maintenant, ça fait pas longtemps qu'on l'accepte, sauf que aujourd'hui, en plus d'être transmis partout, n'importe qui sur Terre peut émettre une critique vis-à-vis de ce que M. Edgar Morin va dire tout à l'heure. Et ça, c'est beaucoup moins acceptable par l'élite intellectuelle qui considère qu'il préférerait être plutôt jugé dans les mêmes canaux que les canaux dans lesquels il s'est formé. Et que donc, du coup, on rencontre souvent les seuls moyens de communiquer entre l'élite intellectuelle et les citoyens, c'est de passer par un arbitre qui est l'élite politique à qui le citoyen ne fait même plus confiance. Et donc, on est dans une espèce de cercle vicieux. Et donc, moi, je pense que la mobilisation en ligne par rapport avec l'élite intellectuelle, il y a bien sûr des dangers, on en parle souvent. Entre autres, je ne crois pas à tous les dangers, hein, mais il y en a un auquel je crois. Je pense que, par exemple, les métiers liés aux livres vont baisser les niveaux. Mais je vais vous l'assurer tout de suite, la façon de transmettre les connaissances sera toujours payée parce que ça soit en ligne, peut-être qu'on touchera beaucoup plus de monde, mais ça sera toujours financé. En fait, on va changer de métier comme exactement on avait changé de métier lorsqu'on a dû fermer certains couvents, et on a inventé l'imprimerie, on a dû fermer certains abbayes et qu'on est passé à l'imprimerie. Et on pense qu'il y a une nouvelle économie qui va se créer. Et donc cette tension-là qui existe aujourd'hui, où l'élite intellectuelle soupçonne
d'une baisse des niveaux, on entend tout un tas de choses. Il y a une partie de vérité, mais ce n'est pas totalement vrai parce qu'en fait, il y a un accès, si on compare par rapport au nombre de personnes qui accèdent à la connaissance, il y a un accès plus large. Je reprends cet exemple parce qu'il m'intéresse beaucoup. Hier, quand j'ai publié sur Facebook et j'ai participé ici, il y a une amie américano-grecque qui est maintenant à Budapest qui m'a envoyé un message sur Facebook. « Ah, tu vas écouter le professeur Edgar Morin. » Je me dis, donc on aurait été une centaine, 200 privilégiés à écouter son discours d'aujourd'hui, alors qu'il va parler d'espérance, et il ne va pas parler que d'espérance, et nous 200 personnes. Alors qu'aujourd'hui, on a quand même des moyens qui permettent à d'autres personnes de pouvoir l'écouter et peut-être même de pouvoir le traduire demain dans d'autres langues sans passer par les canaux habituels. L'autre crise qui est assez symptomatique, c'est la crise entre l'élite économique et les citoyens numériques. Là-dedans, on trouve le manque de concurrence. Par exemple, les gens qui s'arrangeaient avant pour fixer les prix. Aujourd'hui, avec le numérique, on a constaté que c'est un peu plus difficile. Continuez à le faire, bien sûr. Mais c'est un peu plus difficile parce qu'on trouve les moyens de comparer plus vite. On trouve les moyens de comparer plus vite. On trouve les moyens de dénoncer ce qui est exagéré. On trouve les moyens même entre nous d'échanger le superflu. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a beaucoup de sites qui échangent des services, qui échangent des biens, qui mobilisent des fonds pour soutenir des entreprises sans passer par le système habituel. Pas parce qu'ils rejettent le système bancaire. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut comprendre dans cette crise-là, qui est liée à une incompréhension totale entre le citoyen numérique et ce qu'on peut appeler l'élite. Parce que l'élite a l'impression qu'on rejette tout du système. Mais en fait, on ne rejette pas tout. Parce que la première chose que nous, on a constaté quand on a créé WeSignIt, c'est que quand les gens créent une pétition, la première chose qu'ils veulent faire, c'est de créer un collectif, de créer une association, et donc de se transformer en personne morale. Donc ça veut dire que la personne morale, ils ne la détestent pas. Ils ne veulent plus faire comme avant. Ils ne veulent plus accéder à la personne morale comme par les mêmes canaux qu'avant. Et donc, je pense que l'élite économique et intellectuelle devrait plutôt accepter ces nouvelles formes d'entrée en politique, d'entrer dans le monde associatif, d'entrer dans le monde économique qui ne passe plus par les mêmes canaux, et ces canaux nouveaux intéressent des populations nouvelles qui avant ne pouvaient ni créer d'entreprise, parce qu'avant, lorsqu'on n'avait pas une maison à hypothéquer, un parent qui peut se mettre, on ne pouvait pas créer une entreprise. Aujourd'hui, l'entreprise que je dirais ici, qui s'appelle WeSignIt, a été créée avec 1000 euros, et ces 1000 euros-là, parce qu'il fallait les faire, on a eu un développement via des amis qui ont pris des parts, on a eu une mobilisation des fonds en ligne. Et donc aujourd'hui, c'est possible quand même de pouvoir créer des boîtes, y compris les boîtes qui ont une vision plutôt internationale, via des micro-fonds. Et ça permet quand même de changer la façon de voir l'économie, qui n'est plus seulement diligentée par les mêmes réseaux. Après, le sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est la question de la crise avec l'élite politique. Alors là, il y a un fossé plus profond. Par exemple, les politiques nous accusent d'augmenter le niveau d'attente de l'instantané et de ne plus se projeter. En fait, on n'a rien inventé du tout. Et d'ailleurs, c'est ce que moi je leur dis souvent, c'est pas grave. Lorsque, je ne vais pas monter jusqu'à la révolution, mais je vais juste m'arrêter à 68. Lorsque les générations actuelles au pouvoir, en 68, avaient décidé de rejeter une façon de voir le pouvoir qui était à l'époque présente, en fait, ils ont dit ça bruyamment, et peut-être que la génération d'aujourd'hui le dit d'une autre façon qui est différente et qui n'est pas facilement contrôlable par les élites qui eux-mêmes hier avaient rejeté déjà un système et qui pensaient que puisqu'ils avaient déjà rejeté un système, ils avaient tout fait. Et donc peut-être que nous sommes en train, notre génération et les générations d'après encore sont beaucoup plus violentes, je n'ai pas trouvé un autre mot, mais violent n'est pas le mot, mais beaucoup plus ancrés dans ça, c'est qu'ils veulent faire bouger les choses très vite. Mais en même temps, voulant faire bouger les choses, comme je vous disais tout à l'heure, la seule chose qui les intéresse, c'est quelle est la personne morale crédible, et la notion de crédibilité compte beaucoup en ligne, crédible, qui va leur apporter la réponse. Et la crédibilité ici n'est pas seulement par cooptation,
Parce qu'on a bien compris que pour être à la tête d'un parti en France, mais comme dans la plupart des pays européens, il vaut mieux avoir fait son parcours dans un certain nombre d'associations ou même être formé, aller dans 5 écoles pour être dans une classe dirigeante. Sauf qu'aujourd'hui, les citoyens disent, ok, entre ces réseaux-là qui existent, c'est-à-dire le politique, l'intellectuel, l'économique et en fait qui est symbolisé par le média, parce que le média ce n'est qu'une combinaison intellectuelle ou économique qui communique en fait avec le politique, on va essayer, nous citoyens, de s'y introduire. Et de temps en temps, c'est un mot qu'on aime bien dans le web, de pirater leur système de transmission des informations. Les pirater, ça veut dire que détourner leur regard, fixer le regard sur les citoyens que les uns sont censés représenter pour qu'en fait ils le regardent vraiment. Et ça, c'est ce qu'on fait dans la mobilisation citoyenne. Mais lorsqu'on détourne ce regard-là, ça ne veut pas dire qu'on ignore l'existence et de la personne morale intellectuelle, et de la personne morale économique, et de la personne morale politique. Mais on refuse qu'ils continuent à diriger de la même façon qu'avant. Et ça crée donc une tension. Mais cette tension-là, on la sent en France, et on a l'impression qu'en France, puisqu'on est dans un régime démocratique et qu'il y a des institutions qu'il faut pour diriger, donc Internet n'a plus rien à voir avec la politique. Mais en fait, on se détourne aussi du fait que si un certain nombre d'entre nous, et pour parler un peu de moi, nous sommes ici ensemble, c'est que la France ne se limite pas qu'à l'Hexagone, la France se limite aussi à une certaine idée de la France, mais aussi à une certaine culture partagée. Et je ne vais pas rentrer dans les détails de comment cette culture-là a été partagée. Ça sera un autre débat, mais elle existe, c'est un fait. Elle existe aujourd'hui. Des millions de personnes n'habitant pas en France et qui n'ont même pas le droit d'y venir parlent français et ils connaissent bien la culture française aussi bien que vous et moi. Et donc lorsqu'on parle d'accès d'Internet et de la mobilisation citoyenne, on oublie que c'est grâce à Internet que, par exemple, un sujet que moi je connais bien parce que j'étais à Tunis avant, pendant et après la Révolution, on oublie que sans Internet, on n'aurait pas pu mobiliser autant de personnes en si peu de temps à Tunis. Mais pourtant, on est tous contents qu'il y ait eu un changement dans le monde arabe, même si ce n'est pas les résultats qu'on aurait entendus. Mais le changement existe et il est d'ailleurs en train de prendre le dessus. Qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que grâce à Internet, la diaspora, qui avant jouait le rôle de financier silencieux, aujourd'hui s'implique beaucoup en politique. Que ce soit la crise au Sénégal, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit en Tunisie, que ce soit demain au Burkina, la diaspora a joué un rôle beaucoup plus qu'avant. Avant, la diaspora, c'était quoi? On envoyait un Western Union, on faisait nourrir le village, on faisait construire des puits, on remplaçait donc l'État, parce que construire un puits, c'est une fonction régalienne. On construisait des écoles, on construisait des dispensaires, sauf sans jamais intervenir, sans jamais même pouvoir surveiller ce qui se passe chez nous. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut continuer à faire la même chose. D'ailleurs, mieux, parce qu'avant, chacun envoyait un peu d'argent pour aider. Aujourd'hui, on peut se mettre en association et les diasporas sont multiples maintenant. Comme il y a un proverbe au Niger qui dit « quelqu'un qui vient au Niger 2 fois est déjà nigérien ». Donc, il y a beaucoup de gens ici qui sont africains par amitié, par amour, par solidarité et qui interviennent aussi. Donc, on peut se réunir en association beaucoup plus vite, sans beaucoup de contraintes. On peut aider beaucoup plus vite. Mais en même temps, on peut aussi aujourd'hui, et c'est là où c'est intéressant, et c'est là où ça dérange un peu tout le monde, on peut aussi intervenir. Aujourd'hui, une entreprise qui crée de la recherche dans n'importe quel pays en Afrique, parce que c'est le continent que je connais le mieux, elle peut être interpellée directement en France par la diaspora du pays d'origine, qui connaît bien le fonctionnement de l'entreprise, qui connaît bien les institutions françaises, et ça, sans Internet, ça se faisait, mais c'était discret, c'était quasiment entre soi. Aujourd'hui, c'est très vite populaire. Et donc, Internet est en train d'introduire une nouvelle façon d'échanger les choses qui est très difficilement intégrable par les systèmes politiques. Et moi, je ne vais pas leur jeter la pierre. Pourquoi? Parce qu'ils sont obligés de conduire des transformations qui sont beaucoup plus lourdes. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ils sont en train de nous stigmatiser sous des vocables du type geek, comme quoi on serait à la source d'une certaine déstabilisation des pouvoirs, de leur façon de faire. Mais nous pensons que
Si, un exemple, la première raison qui fait des pétitions sur ma plateforme, c'est demander aux politiques de faire leur travail. Donc en fait, on ne leur demande pas autre chose que de faire ce pourquoi ils ont été élus. Et ça, aujourd'hui, les citoyens sont capables de mesurer ça, et de façon instantanée. Dans toutes les villes, on peut aujourd'hui dire qu'un maire a fait ou pas fait. Et la deuxième chose qui est encore perturbable en politique, c'est que la façon d'entrer en politique. Avant, pour entrer en politique, il fallait faire ses armes dans la jeunesse du parti, ensuite dans les moyens du parti, ensuite dans les jeunes loups. Les jeunes loups, c'est à partir de 40 ans, 45 ans. Et ensuite, on commençait à être sérieux à partir de 55 ans. Et à 60 ans, on pouvait peut-être arriver au pouvoir. Aujourd'hui, avec Internet, on peut y arriver beaucoup plus vite. Pourquoi? Parce qu'avant, les partis détenaient les moyens d'arriver en politique. Créer un tract, animer un site. Aujourd'hui, avec Internet, c'est en train de sonner pour me dire que mon temps est fini. Et aujourd'hui, donc j'ai conclu là, aujourd'hui avec Internet, on a vu dans les dernières municipales, et cette tendance-là va continuer, les gens ont monté des listes avec très peu de moyens et ils ont perturbé les anciennes deals qui existaient dans les municipalités. Et ça, peut-être que ça a permis à certains partis d'arriver au pouvoir, peut-être pas, c'est peut-être pas eux la cause, mais la seule chose que moi je vais dire, parce que je vais regarder que de ce côté-là, parce que c'est mon travail, c'est que ça a permis à des citoyens nouveaux d'arriver en politique, des citoyens nouveaux de créer des listes et donc de s'intéresser à la gestion de leur ville. Et ça, c'est forcément bénéfique pour la démocratie. Et je pense donc que le citoyen connecté, ici ou ailleurs, est un élément important pour la transformation politique dans n'importe quel autre pays. Je vous remercie. Je voulais vous demander si ce n'était pas le citoyen numérique qui avait permis l'élection de l'extrême droite. Oui. Vous pouvez répondre à la question peut-être tout de suite. Il y a un problème. Ah, c'est bon. Pour être franc avec vous, je ne sais pas s'il n'y avait pas d'Internet, si l'extrême droite n'aurait pas réussi. Je pense que l'extrême droite existait avant. Je pense que vous avez raison de dire que peut-être parce que, et ça c'est intéressant, parce qu'à un moment donné, ils ne pouvaient pas accéder aux médias dits traditionnels, ils ont utilisé le média qui était accessible par tout le monde. Donc ils ont utilisé Internet. Malheureusement, je ne sais pas, pour moi je dirais malheureusement, donc je tiens à ma version, les partis dits républicains ont laissé de côté le citoyen numérique en considérant qu'il est virtuel, et comme il est virtuel, il n'est pas très sérieux, et comme il n'est pas très sérieux, il est même peut-être plus manipulable, pas intelligent. Mais en fait, qu'on soit en ligne, si je m'appelle Beaugosse du 75 sur mon adresse email, si vous m'envoyez un mail, c'est toujours Baki Youssoufou qui les reçoit. Et ça, c'est la seule chose qu'il faut comprendre. Donc ça ne sert à rien que les partis, parce qu'ils ne veulent pas, parce qu'il y a quand même une chose qui dérange dans les partis très institutionnels, c'est la masse. Internet, on ne peut pas filtrer la masse. Et quand la masse arrive dans n'importe quel système, ça change le pouvoir, ça change la façon d'accéder au pouvoir, et ça, les partis ne sont peut-être pas encore prêts à l'accepter. La deuxième chose, c'est la transparence. Parce que ce qui se passe dans votre parti, du coup, si vous avez numérisé les choses, c'est plus facile pour moi de rester chez moi, de lire ce qui se passe dans un parti. Et même quand les leaders des partis, par exemple, créent des sociétés avec leurs amis et qui facturent le parti, on le sait du jour au lendemain et tout le monde le sait. Et ça se diffuse beaucoup plus vite. Et ça ce n'est pas la faute d'Internet. C'est beaucoup plus la faute de ceux qui ont essayé de se moquer des citoyens pendant longtemps et qui n'ont pas pris au sérieux le changement des outils qui sont arrivés et qui l'utilisent individuellement mais qui ne les considèrent pas comme suffisamment sérieux pour les utiliser. Et donc, pour moi, je ne me considère pas responsable. Nous réfléchissons aujourd'hui au progrès de l'humanité, puisque nous avons la chance d'avoir un Africain sur ce plateau. Je voudrais vous demander qu'est-ce que l'Afrique
va amener demain au progrès de l'humanité? Je suis africain, mais comme vous le voyez aussi, je suis corrézien. Cette double appartenance m'intéresse beaucoup parce que je suis plutôt, parce que je ne peux pas faire autrement en vrai, parce que mon histoire est comme ça, je suis plutôt d'accord avec ceux qui pensent que en fait, le progrès ne peut pas se faire en cloisonnant les gens. Moi, je suis sûr que l'Europe ne pourra pas se développer seule, déjà, mais surtout pas contre les autres, et surtout pas contre son voisin le plus proche, qui s'appelle l'Afrique. Et donc, je pense que, qu'est-ce que l'Afrique pourrait apporter? C'est déjà l'échange. Et cet échange-là a commencé depuis très longtemps. Internet va l'accélérer. Et peut-être qu'une nouvelle façon de se considérer entre nous, parce que pendant des siècles, entre nous Européens et nous Africains, moi j'appartiens aux deux, on s'est souvent considéré dans un sens ou dans un autre. Aujourd'hui, peut-être que ce qu'on va apporter, c'est une élévation collective. Et aussi, en termes de masse, des jeunesses des populations, je pense que l'Afrique pourra apporter, quoi qu'on en dise, pourra apporter beaucoup dans le renouvellement intellectuel, dans le renouvellement des façons de faire, dans le renouvellement aussi des générations, parce que, voilà, parce que la réalité, elle est là, nous sommes là, et ils sont là-bas, parce qu'il y a beaucoup d'Européens aussi qui sont africains. Moi, je connais beaucoup allez, on est entre nous, des Blancs qui sont plus nigériens que moi, ça je le sais. Ils parlent les langues plus que moi, ils connaissent la société plus que moi. Moi, j'ai l'avantage de pouvoir me fondre dans la masse si j'arrive à Niamey. Mais je vous assure que si je parle à un Nigérien, on m'appelle le blanc tout de suite. Donc, voilà. Bonjour. Merci de nous avoir apporté votre regard sur les évolutions technologiques actuelles, qui est très intéressant et je crois assez juste, enfin très juste de votre point de vue. Je voudrais simplement vous interroger sur une question qui moi me perturbe beaucoup, je trouve. Ne pensez-vous pas que le citoyen numérique va avoir du mal, isolé qu'il est, d'une certaine façon, à faire la différence entre information, connaissance et savoir? Merci. Votre question, on me la pose souvent et je vous assure que je n'ai pas la réponse exacte. Mais à force de me la poser, j'ai commencé à réfléchir sur ça. Et d'abord, je pense que le citoyen numérique n'est pas isolé du tout. C'est le citoyen le plus collectif qui existe. J'ai démontré ça à mon père récemment. Je lui ai montré que moi, j'accueillais les gens chez moi, à Paris, parce que j'ai la chance de vivre à Paris et dans le monde entier. Vivre à Paris, c'est vivre quelque part où on veut aller. J'accueille des gens chez moi, ils dorment chez moi, ils partagent mon café, ils ne payent rien. Et moi, je voyage partout dans le monde, je ne paye rien. En fait, ces gens, je les connais tout simplement parce qu'on s'est connectés en ligne, on ne se connaissait pas avant. Certains sont devenus mes très bons amis. Comment est-ce que j'ai pu expliquer ça à mon paternel sur son Twitter? Très simple. Je lui ai dit, avant, vous faisiez comment pour vous rencontrer? Il m'a expliqué tout un tas de choses, du style, ils allaient au bal, déjà, voilà. Et moi, je lui ai dit, bon, j'imagine, aujourd'hui, moi, je rencontre des gens, on discute, on se crée des amitiés, je drague, et il me pose une question très intéressée, et tu conclus? Oui, je conclus même en ligne. Donc, en fait, je ne suis pas si isolé que ça. Ma façon de me réunir a changé. Et ça, c'est indéniable. Et je pense qu'on ne reviendra pas dessus. Ma façon de me réunir a changé. Moi, je bosse dans 15 pays. Ma plateforme est présente dans 15 pays en Afrique, dans 5 en Europe. J'ai fait une réunion tous les lundis avec les personnes avec lesquelles je travaille à partir du 12e arrondissement de Paris. Et ces personnes-là, certains, on ne s'est jamais vus. Mais ils me connaissent, ils parlent de moi, ils suivent ces débats-là, ils sont entre coucou d'ailleurs, ils suivent ces débats,
Et je pense que, en fait, je ne suis pas isolé et en fait, c'est ma façon de me réunir qui a changé. Et peut-être qu'il faudrait encore un peu de temps pour qu'on comprenne que, en fait, la différence que vous faites entre information, savoir, connaissance, en fait, nous, on l'a fait aussi, pensez pas qu'on ne l'a fait pas, mais on accepte la règle du jeu, qui est celle qu'il y a beaucoup de choses et que moi, je prends, avec les erreurs qu'il faut, s'il faut, ce qui m'intéresse et que j'accepte les règles du jeu, que je peux me tromper. Et en fait, tout le monde peut se tromper. Mais je ne pense pas que ça soit si nouveau que ça, parce qu'on a vu des scandales médiatiques pendant des années, et en fait, ça n'a jamais dérangé. Je pense que ce qui dérange ici, c'est que les canaux de diffusion ne sont pas les mêmes. Voilà. Et puis, Baki Youssoufou, vous n'avez pas insisté tout à l'heure sur cette question lors de votre exposé, mais vous m'en parliez tout à l'heure. En ce qui concerne votre plateforme WeSignIt, elle n'accueille pas n'importe quoi. C'est-à-dire qu'en tant que personne morale, vous avez une éthique et vous défendez des valeurs. Alors, on a créé un comité éthique qui nous permet, on a créé une entreprise pour simplifier la question. On a créé un comité éthique qui nous permet de pouvoir dire on ne travaille pas pour vous. Si la question que vous nous posez était un cas contre notre éthique, on va dire, on peut le faire, parce qu'on est une entreprise, on peut ne pas travailler pour quelqu'un pour lequel on n'a pas envie de travailler. Mais il y a aussi ce qu'on fait, parce que, en fait, on est dans une position assez compliquée. Le citoyen numérique, quand il arrive chez nous, souvent, il est seul. Ça, c'est 30% des cas. Les gens qui lancent une pétition, ils la lancent parce qu'ils pensent qu'ils peuvent changer les choses tout seuls. Sauf que dans la version européenne, et c'est là la grande différence culturelle entre les plateformes américaines et nous, elle est basée uniquement sur ça. Dans la plateforme américaine, chaque personne peut être un héros. Dans la culture latine, dans la culture française et latine, en fait, la personne héros, en fait, on s'en méfie un peu et qu'on préfère plutôt la personne morale. Donc, quand l'individu, le citoyen numérique arrive chez nous, nous on joue la personne morale transitoire. Quand il mobilise, en général, au bout de 100 personnes mobilisées, il pense déjà à créer un collectif. Donc, nous, on passe à prestation de services. Donc, nous, on lui rend des services techniques, stratégiques. Et en général, on l'accompagne jusqu'à ce qu'il crée l'association et il puisse changer les choses. Parce que nous pensons que dans une culture européenne, dans une culture française que je connais plus, en fait, l'individu peut très peu changer les choses. À partir du moment où on mobilise les citoyens, on pense à être une personne morale. Et ça, c'est partout pareil. Et en attendant, c'est nous qui jouons le rôle des personnes morales. Et quand il crée la personne morale, on transfère. Deux questions de ce côté. Une question de premier rang, c'est... Monsieur Youssoufou, bonjour. J'ai une question à vous poser. Tout d'abord, je suis très heureux d'être né en France et d'être français. Et je trouve injuste la politique mondiale du système totalitaire marchand qui érige en fait ces critères de progrès sur l'inégalité et où on conçoit en Occident, on crée en Asie et on meurt en Afrique. J'aimerais pouvoir aider réellement les peuples qui sont en grande souffrance. Et je pense que nous tous ici qui sommes dans la salle, nous n'avons pas à nous plaindre. En tout cas, nous avons suffisamment à manger, à boire et accès aux soins gratuitement, en Occident en tout cas. Et je pense que depuis tout petit, je trouve ça injuste que les Africains soient délaissés. Et en fait, à aucun moment, le système totalitaire marchand... Est-ce que vous avez une question, monsieur? Parce que là, oui. C'est un peu le commentaire. Est-ce que vous avez une question pour Baki? Tout à l'heure, vous avez parlé, monsieur Youssoufou, de critique.
en ce qui concerne l'élite intellectuelle de la part du peuple. Et en fait, une critique, ce n'est pas forcément négatif, ça peut être positif ou négatif. Et je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensiez et si pour vous une critique est forcément négative ou si elle peut être positive. Je laisserai la scientifique répondre sur la critique scientifique, mais moi je suis de moins en moins d'accord sur le fait qu'on meurt dans le continent africain. Je suis de moins en moins d'accord. J'y vais quasiment tous les mois et on pourra en discuter tout à l'heure. En fait, ça va vite. L'Afrique a la faculté d'aller vite parce que, on le sait tous, une société jeune, elle va beaucoup plus vite parce qu'il y a la capacité d'adaptation, la capacité de travail, la capacité de créer. Et donc, peut-être que ce qu'on se dit aujourd'hui, qui est encore vrai aller à 40%, ne le sera plus dans 5 ans. Et par ailleurs, quand on regarde la difficulté que les diasporas ont quand elles rentrent en Afrique, de se reconnaître eux-mêmes, parce qu'ils ont gardé une photographie de ce qu'ils avaient laissé, parce que l'Afrique, ça va très vite. Je vais vous donner un exemple. Moi, quand j'allais chez ma grand-mère, il fallait prendre la voiture pour aller téléphoner à mes parents pour dire que je suis arrivé. Donc, il n'y avait pas de téléphone fixe. Et je vous dis ça il y a 7 ans. Je suis rentré l'année dernière, dans le moindre village, il y a le téléphone portable. Et je peux vous dire que la première fois que j'ai transféré de l'argent de ville en ville par un simple SMS, c'était en Afrique. Ça arrive en France maintenant, payé par son téléphone. On a l'impression qu'ils sont en train d'inventer la poudre, ça fait 7 ans. Et donc, peut-être que ce que vous êtes en train de dire, que moi j'ai dit ça souvent, j'ai dit, moi je viens de ce milieu-là, milieu plutôt, autogestionnaire. Dans ce milieu-là, heureusement que l'Afrique nous reste encore pour dire que oui, pour dénoncer le système capitaliste, il faut dire que c'est parce qu'ils font tuer les Africains. Je pense que le système capitaliste fait autant tuer, s'il existe, il fait autant tuer en France que dans n'importe quel pays africain. Peut-être que les effets liés à la mauvaise gouvernance des pays en question, qui n'a aucun lien pour moi, qui n'est lié qu'aux dirigeants, et c'est pourquoi, pour moi, la seule chose à laquelle je m'attaque, c'est aux dirigeants africains. J'en ai rien à faire de ce que les multinationales font. Mais par contre, je sais que s'il y a des bons dirigeants, n'importe quelle entreprise qui viendrait travailler en France, qui dit je vais tuer la moitié des Français, le président français n'accepterait pas, et je considère qu'un président gabonais, congolais, nigérien ne devrait pas accepter point barre. Et donc, par rapport à la critique, il faut déjà accepter d'être critiqué par les gens. Et ce que je disais, et que je disais à ma voisine aussi, c'est que l'élite intellectuelle n'accepte pas que quelqu'un qui n'est pas issu du même milieu que eux les critiquent, quel que soit le niveau des critiques, même pour leur dire que ce que vous avez dit est vrai. Et voilà, c'est tout. Alors, dernière question. Monsieur Youssoufou Baki, bon, j'ai la chance de porter le même prénom que vous, sauf que je suis voisin du Niger, je suis originaire du Bénin. Et je suis enseignant donc en France. Et périgourdin, donc d'adoption, du Périgord noir. On est doublement voisins. Voilà. Donc, bon, je vous remercie de votre éclairage sur les différentes crises. Bon, entre l'élite économique, l'élite politique et voire l'élite scientifique, comme vous l'avez souligné. Mais ma préoccupation, c'est que, bon, le monde va tellement vite, le progrès avance, mais l'Afrique n'avance pas. L'Afrique, on nous la présente comme l'Afrique pauvre, mais c'est une Afrique riche, riche de ses ressources naturelles. Quand on en a besoin, on va les chercher. Mais entre-temps, les populations africaines donc croulent dans la misère, dans la pauvreté. Alors, donc l'Afrique est jeune, et vu que vous parlez du développement du citoyen numérique, comment faire accélérer les choses en Afrique pour que les jeunes générations donc puissent vraiment trouver leur compte au niveau mondial et suivre le mouvement, si j'ose dire. Merci. Merci, merci cher voisin. Et en fait,
l'Afrique est riche, oui. En ressources, en matières premières, oui. Mais moi, la richesse de l'Afrique que je considère vraiment la plus, c'est en population et en capacité d'innovation de ces populations-là. C'est là la solution. Je vous assure que pour moi, je ne fais même pas confiance à la découverte du pétrole dans X ou Y pays en Afrique. Je ne fais pas confiance en cela. Par contre, je fais confiance à la capacité des jeunes à aller à l'école, à la capacité des jeunes à être innovants. Et aujourd'hui, quand on voit en Afrique, par rapport au mouvement que vous décrivez, les jeunes ont compris que d'abord, ils utilisent le net par survie, parce que c'est le seul qu'ils peuvent utiliser, et pour dire des choses, mais aussi pour communiquer entre eux, et ensuite pour innover, pour créer des entreprises. Il y a ce que j'avais commencé à décrire, qui est le rôle des diasporas qui créent l'activité politique, intellectuelle en Afrique, mais aussi de l'entreprise. Et c'est comme ça que je pense que la jeunesse africaine, mais tout le monde en fait, en Afrique, va rattraper très vite son retard en termes de projection. Ce n'est pas un retard forcément économique, c'est un retard de projection. Où est-ce qu'on veut aller ensemble? Et ce retard-là est en train d'être rattrapé dans la tête des gens. Une fois que c'est fait, le reste va suivre. Et moi, juste pour conclure là, je pense qu'il faut absolument que les Africains que nous sommes et les Européens que nous sommes, nous arrêtons de voir le problème auprès des entreprises. Le premier problème pour moi, c'est la façon de gérer. Moi, lorsque je signe un contrat avec n'importe qui dans n'importe quel pays, je respecte les règles du pays. Et souvent, les règles du pays, c'est qui est-ce qui donne le bakshish. À partir de là, tout peut arriver. Et l'entreprise est là pour faire le bénéfice. Donc, ce n'est pas de ça. C'est de sa faute, hein. Bien sûr, on peut en discuter. Mais je pense qu'il y a un premier niveau. Et moi, c'est ça mon travail. Le premier niveau, c'est de mobiliser ces jeunesses-là à s'organiser, à demander exactement ce qui leur est dû, à rendre les choses publiques. Et nous, ce qu'on fait sur WISANIT, c'est de leur apporter les capacités techniques, les capacités technologiques, souvent ils les ont. C'est juste l'angle qu'on leur apporte. Et aussi une stratégie, parce qu'on n'a pas le nez là-dedans. Et donc, ça nous permet d'évoluer ensemble. Mais moi, je pense que si on doit s'attaquer à une seule chose, c'est à la bonne gestion des ressources de l'Afrique. Voilà. Dernière question. Oui. Catherine, j'avais noté. Oui, monsieur, moi je voudrais un petit peu venir en contrepoint. Je vois que vous mettez votre entreprise au service d'une certaine éthique. Malheureusement, aujourd'hui, le citoyen numérique, comme vous l'appelez, aujourd'hui inonde nos parlementaires européens, inonde le Vatican de dizaines, de centaines de milliers de mails. Chaque fois que le président de la République actuelle est allé au Vatican, ils ont pris des dizaines et des dizaines de mails parce que c'est quelqu'un qui venait de répudier sa énième femme. Et quand des lois doivent être votées, en particulier sur l'égalité des femmes et des hommes au Parlement européen, les parlementaires européens sont inondés et n'obtiennent pas les majorités nécessaires pour faire passer leurs textes. Et nous, qui sommes des pro-laïcs, nous savons que nous n'avons absolument pas les moyens de faire entendre notre voix au sein des institutions européennes. Notre obédience se bat énormément. Et comment peut-on lutter? Des gens qui utilisent autrement leurs moyens que nous. Comment une société éthique peut-elle se structurer, se donner les moyens d'être un contre-feu, un contrepoids? Voilà ma question. Une réponse courte. Une question vraiment courte. Vous ne pouvez pas reprocher aux gens qui ne sont pas d'accord avec vous de se mobiliser. La seule chose que vous pouvez faire, c'est de leur démontrer que vous êtes plus nombreux. Et ça, le numérique vous le permet. Et je vous assure, le Vatican recevait des lettres quand il n'y avait pas Internet. Je vous assure, le Parlement européen recevait des lettres quand il n'y avait pas Internet. Je vous assure, les questions de laïcité, des progrès des femmes, nous avons des pétitions qui parlent de ça. Aujourd'hui, si j'ai un exemple, juste, je vais finir par là. Si je viens voir une association des femmes pour soutenir, c'est déjà le cas, pour soutenir les femmes espagnoles dans leur lutte, j'ai beaucoup moins de réponses que lorsque une association contre ces droits-là va voir une association
qui veut écrire aux députés européens. Est-ce que c'est de la faute d'Internet? Non. Je pense qu'il y a un certain abandon des combats. Les gens pensent que, puisque ces choses-là existent depuis des siècles, puisque le progrès existe depuis des années, et que nous, on est assis dessus, on a la chance, comme dit monsieur, mais moi je pense que cette chance-là, on est en train de la perdre. Si on ne fait rien, ben, en fait, il n'y a plus de progrès. Nous, on est une plateforme progressiste. On ne peut que refuser des campagnes qui ne sont pas progressistes, mais on ne peut pas se substituer à votre obédience, par exemple. C'est vous qui le faites. Nous, on apporte et de la stratégie et des outils. Donc, considérez pas que la majorité des gens qui pensent que les femmes doivent être l'égale de l'homme, qui ne veulent pas se mobiliser parce que c'est une évidence, considérez pas que c'est acquis d'avance. Nous, on pense que les évidences sont des combats et que ces combats-là, soit on les mène, soit on les abandonne. Et si on les abandonne, on perd. Et donc, pour moi, je ne peux malheureusement pas vous apporter une solution, mais je peux juste vous dire que si vous êtes prêts à vous mobiliser, il y a les plateformes comme la nôtre, mais il y a des centaines d'autres qui sont prêts à vous soutenir. Mais si vous n'êtes pas là, on est obligé seulement, la seule chose que moi je fais, c'est de refuser les autres. Mais je ne peux pas me substituer à vous. Par respect à vous déjà, mais aussi parce que je ne pourrais pas le faire tout seul.